Добрый день, уважаемые. Bonjour mes chers collègues, chers étudiants, distingués professeurs, distingués messieurs, vos excellences, messieurs les ambassadeurs des pays d'Afrique, du corps diplomatique, mesdames et messieurs, messieurs, mesdames les membres de la délégation, c'est un événement marquant dans la vie de l'université Mguimo. Nous recevons ici le président de la République de Guinée, le président en exercice de l'Union africaine, le docteur Alpha Condé. C'est un homme, je suis sûr que tous connaissent tous ceux qui sont indifférents envers les destinées de l'Afrique, les destinées de ce continent. Cet homme qui pendant toute sa vie, pendant toute sa carrière politique, qu'il a dédiée à son pays, à sa patrie, à son peuple, à une place digne de Guinée dans la famille des peuples africains et qui dirige de droit cette grande organisation internationale régionale qu'est l'Union africaine. Il convient de dire que nos hôtes africains, les personnalités politiques de ce continent, malheureusement au cours de ces dernières années, ne nous honorent pas si souvent de leur visite à Moscou, en Russie, dans une université russe. Ce qui n'est pas bon, parce que si vous regardez la carte géographique, c'est un continent immense qui reste peut-être une ressource démographique, un réservoir de ressources et démographiques de toute la planète. C'est un continent d'où deviennent des impulsions pour l'avenir. Nous, pendant cette réunion, nous allons essayer de pallier à ces déficiences, ce manque de connaissances, de compréhension vers l'Afrique qui, à mon avis, existe dans les élites dirigeantes de la Russie, dans la société russe dans son ensemble et malheureusement dans la communauté universitaire. Plus tard, Monsieur le Président nous en parlera. Maintenant, je voudrais remplir la mission dont m'a investi le conseil scientifique de l'université Mguimo, qui par sa décision a décerné à Monsieur le Président, professeur Condé, le titre de docteur honoris causa de Mguimo. Monsieur Condé, c'est quelqu'un qui a une excellente éducation universitaire, qu'il a reçue en France, et qui est plus important, c'est quelqu'un qui a su mettre à profit, utiliser cette éducation pour le bien de son pays, pour le bien de l'Afrique, pour le bien du développement des relations russes-guinéennes et des relations de la Russie avec les pays de ce continent. Permettez-moi de vous remettre la robe et le diplôme de docteur honoris causa.
Remercier l'université pour ce grand honneur fait par cette grande école. C'est vrai que la Guinée a été, de toutes les anciennes colonies françaises, celle qui, lors du référendum de 1958, a décidé de voter non pour prendre son indépendance. Mais comme le général de Gaulle pensait que cela pouvait être un mauvais exemple et que les autres pays allaient suivre, il avait décidé de punir la Guinée. Donc, après le vote, tous les cadres français sont partis avec tous les éléments, même les cartes, etc. Et 2 jours après la proclamation de notre indépendance, l'Union soviétique a reconnu la Guinée. Et c'est grâce à la coopération avec l'Union soviétique et la Chine que la Guinée n'a pas sombré comme le voulait le gouvernement français. Et la Guinée a apporté son soutien au moment de libération. Mais ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est l'Afrique. D'abord, quand vous voyez l'Afrique, en général, c'est les mauvaises images, les enfants qui meurent dans les eaux de la Méditerranée, on parle des pandémies, du sida, etc. Mais ça, ce n'est qu'une partie de l'Afrique. L'Afrique d'aujourd'hui est très différente de cela. Vous savez, la plupart des problèmes que nous avons connus en Afrique sont dus aux interventions étrangères. J'ai dit tout à l'heure au président Poutine, lorsque nous avons rencontré le G8 à Deauville, à l'époque la Russie faisait partie aussi du G8, nous avons dit de ne pas intervenir en Libye. Que cette intervention va avoir 2 conséquences, la somalisation de la Libye et la prolifération des armes et des terroristes chez nous. Parce que qui connaissait la Libye savait que le gouvernement était formel et que le président Kadhafi gouvernait surtout avec le chef de tribu. Donc s'il n'est plus là, chaque tribu risque de prendre son autonomie et on se retrouvera sans État. Ensuite, la Libye était un arsenal, il y avait énormément d'armes. S'il n'y a pas un gouvernement qui contrôle, évidemment, ces armes vont tomber aux mains des terroristes. Et lorsque l'Union africaine s'est réunie à Malabo, nous avons trouvé la solution. Le président Kadhafi avait accepté de se retirer à Sirte pour qu'on mette un gouvernement national en place. Nous avons désigné le président Zuma pour diriger la délégation avec le président ATT, le président mauritanien, le président Sassou. C'est au moment où ils allaient qu'ils ont été d'intervenir. Mais il faut dire aussi que nous avons notre responsabilité parce que les pays membres du Conseil des pays africains membres du Conseil de sécurité ont voté la loi d'exclusion aérienne, alors que la Russie et la Chine voulaient opposer leur veto. Donc nous avons une responsabilité parce que c'est le vote du Conseil de sécurité autorisant l'exclusion aérienne qu'ils ont utilisé pour intervenir. Et donc c'est face à tout cela que l'Union africaine a décidé de changer les choses. La première, c'est notre autonomie financière. Notre organisation, la Commission de l'Union africaine, était financée en partie par l'Union européenne. Or, si vous n'avez pas votre autonomie financière, vous ne pouvez pas parler d'indépendance. Donc, l'année dernière, lors du sommet de Kigali, nous avons donc pris la décision de financer nous-mêmes désormais notre organisation. Nous avons décidé que chaque pays consacre 0,2% de ses revenus d'importation hors continent pour le financement de notre organisation. Et ces fonds dépassent largement les besoins de notre organisation. Ça, c'était la première manifestation. La deuxième, nous avons décidé de faire une série de réformes pour le fonctionnement de l'Union africaine. Le président Kagame, qui était chargé de la réforme, avait constaté qu'on a pris 1500 résolutions sans suite. Donc il ne sert à rien de se réunir prendre des résolutions s'il n'y a pas de suite. Nous avons donc décidé de limiter désormais les thèmes à 2 maximum, ce qui nous permet de contrôler l'enjeu si les décisions qu'on a prises ont été mises en application. Aussi, il y a quelque chose de ridicule. Quand nous avons une réunion, par exemple, Afrique, un pays, face à un chef président ou premier ministre, il y a 54 chefs d'État qui se présentent. Nous avons trouvé que c'est un peu ridicule et que ce n'est pas à l'honneur de l'Afrique. Et que désormais, si c'est un pays, il y aura seulement 7. Le président en exercice de l'Union africaine, le président de la Commission et les 5 présidents régionaux. Mais le plus important, nous avons décidé, lors du sommet de janvier à Addis Abeba,
que désormais les problèmes africains seront réglés par les Africains, par l'Union africaine. Et cela commence d'abord par parler d'une seule voix, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de cacophonie, et que l'Afrique parle d'une seule voix. Ce n'est pas facile, mais nous avons réussi que face à tous les grands problèmes aujourd'hui, l'Afrique parle d'une seule voix. L'adhésion du Maroc, les mauvaises langues pensaient que l'adhésion du Maroc allait faire éclater l'Union africaine, mais le Maroc a adhéré par consensus et l'Union africaine est ressortie renforcée. Pourquoi ? Parce que tous les chefs d'État ont compris que même si nous avons des divergences, les problèmes de fond qui de l'Afrique doivent d'abord primer. Les problèmes de fond, c'est quoi? C'est le changement climatique, c'est le terrorisme et c'est le développement. Et ces problèmes concernent tous les États africains. Donc nous devons nous unir face à cela et continuer à discuter nos divergences comme le Sahara occidental, par exemple, continuer les discussions, mais ne pas bloquer l'évolution de l'Afrique. Et aussi nous avons décidé d'agir comme un seul homme. Nous l'avons montré à Genève pour l'élection du directeur général de l'OMS. Toute l'Afrique a voté comme un seul homme et nous avons gagné. Mais ce n'est pas facile, parce que beaucoup de puissances sont habituées à intervenir dans nos affaires et à agir à notre place. Donc c'est une bataille extrêmement difficile, mais nous avons dans cette bataille-là l'accompagnement de la Russie et aussi d'autres pays comme la Chine. Donc aujourd'hui, le grand défi que nous avons, c'est cela. Mais tous ces problèmes sont liés à quoi? À la pauvreté. Que ce soit le terrorisme, l'immigration, c'est lié à la pauvreté. C'est parce que les jeunes Africains ne trouvent pas de travail en Afrique, ils émigrent. Donc, pour qu'ils n'émigrent pas, il faut qu'ils trouvent du travail en Afrique. Donc, notre premier défi aujourd'hui, c'est l'énergie. Vous savez, Lénine disait l'électricité des soviets pour développer l'Union soviétique. Donc, l'énergie est fondamentale pour le développement d'un pays. Et c'est pourquoi lors du COP 21, nous avons dit que si les grandes puissances ne prennent pas en compte nos revendications, aucun de nos ministres ne signera le COP 21. Heureusement, comme nous avons fait bloc, nous avons obtenu qu'on nous accompagne pour 10 gigawatts. En effet, l'énergie va nous permettre... L'Afrique est un continent extrêmement riche, tant au point de vue des matières premières minières, agricoles, etc. Nous avons l'eau, nous avons tout ce qu'il faut pour nous développer. Mais là-bas, d'abord, c'est l'électricité. Et 7 Africains sur 10 n'ont pas accès à l'électricité. Comme vous avez l'électricité, vous ne pouvez pas savoir la conséquence de ne pas avoir d'électricité dans un pays. Donc notre première bataille, c'est la maîtrise de l'électricité et de l'énergie. Parce que si nous avons de l'énergie, ça va nous permettre de transformer nos matières premières. La Guinée, par exemple, a la moitié des réserves mondiales de bauxite. Mais si on vend la bauxite brute, ça ne rapporte pas beaucoup. Si on a l'énergie, on peut transformer la bauxite en alumine. C'est la même chose pour d'autres pays, comme le Congo, comme l'Afrique du Sud, etc. Et ensuite, l'agriculture. Nous pouvons aussi transformer les produits agricoles en produits finis. C'est-à-dire, pour le moment, l'Afrique est un continent qui fournit des matières premières aux autres et un marché. C'est ça que nous voulons changer. Et du fait que l'Afrique est proche de l'Europe, nous pouvons demain devenir le marché de l'Europe à la place de la Chine. Parce que nous avons le même avantage que la Chine, c'est-à-dire nous avons une main-d'œuvre pas chère. Mais l'inconvénient qu'on avait, on n'avait pas la maîtrise technologique. Or, aujourd'hui, c'est tout à fait différent. Si l'Afrique, pour des raisons historiques, notamment l'esclavage, a raté les 3 premières révolutions industrielles, nous sommes en plein aujourd'hui dans la 4e révolution industrielle, c'est-à-dire l'économie numérique. Les jeunes Africains n'ont rien à envier à vous en ce qui concerne les ordinateurs ou les téléphones portables. Donc ça veut dire que l'Afrique maîtrise, la jeunesse africaine maîtrise parfaitement les nouvelles technologies. Donc nous avons toutes les possibilités d'être au rendez-vous de cette 4e révolution. Or, vous savez que la 4e révolution de l'économie numérique va complètement bouleverser et surtout accélérer l'histoire et le développement. Donc, si nous maîtrisons les nouvelles technologies, nous allons rattraper le retard de l'Afrique. C'est pourquoi l'énergie est fondamentale. La deuxième, c'est les infrastructures. Nous sommes en train de créer une zone de libre-échange entre les pays africains pour arriver à un marché commun. Mais à quoi ça sert d'avoir un marché commun s'il n'y a pas de route entre le Sénégal et la Guinée ou bien entre le Congo et le Cameroun? Donc il est fondamental que nous ayons de route et le chemin de fer. Je pense que
Vous connaissez dans votre histoire l'importance du chemin de fer, parce que l'Union soviétique, pour se développer, ça a été d'abord le chemin de fer qui a été à la base du développement de l'Union soviétique, comme les États-Unis. Donc, notre deuxième préoccupation, c'est les infrastructures qui vont permettre aux États africains, parce que le commerce entre les États africains est très faible. Par contre, l'énergie et les infrastructures vont permettre en Afrique d'être réellement un véritable marché. Si vous prenez l'Allemagne et la France, ils ont fait 3 guerres en un siècle. 1870 avec Bismarck, 1914, Première Guerre mondiale, 1942, Deuxième Guerre mondiale. Mais jamais eu de guerre entre la Guinée, le Sénégal ou le Mali, entre l'Afrique du Sud, le Mozambique, entre le Cameroun et le Congo. Donc, si l'Allemagne et la France, qui ont fait 3 guerres en un siècle, ont pu aujourd'hui être dans le marché commun avec une monnaie unique, comment nous, Africains, nous ne pouvons pas faire la même chose? Voilà donc les 2 défis. Le troisième, c'est la maîtrise de l'éducation. Parce que si on a l'énergie, il faut quand même que nos jeunes apprennent les nouvelles technologies. Donc le troisième secteur important, c'est l'éducation. Le quatrième, c'est la santé. Parce que mens sana in corpore sane, disent les latins, un corps sain, un esprit sain dans un corps sain. Voilà les conditions qui vont faire que l'Afrique se transforme et devienne l'avenir du monde. Parce que le continent africain sera l'avenir du monde. On ne verra plus les jeunes Africains mourir dans les eaux de la Méditerranée. Surtout, nous sommes dans un monde aujourd'hui très complexe. Nous avons eu, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, la guerre froide. Nous avons 2 grandes puissances, l'Union soviétique et les États-Unis. Donc un monde bipolaire. Aujourd'hui, le monde a éclaté et il y a des menaces partout. Beaucoup de pays ont eu accès à l'énergie atomique et les crises économiques rendent le monde beaucoup plus incertain. Donc dans ce monde très incertain, il est absolument nécessaire que l'Afrique parle d'une seule voix et se donne la même pour défendre les intérêts de l'Afrique. C'est une bataille extrêmement difficile parce que comme les gens sont habitués à décider à notre place et à exploiter nos richesses pour leur profit, c'est une bataille que nous devons mener unis. Voilà donc un peu quel est l'objectif aujourd'hui de l'Union africaine. Je viens d'avoir une audience, un échange avec le président Poutine. Et sur ces différentes questions, nous avons l'appui de la Russie, que ce soit résoudre le problème de la Libye, que ce soit le Congo-Kinshasa, autres, etc., le Soudan et autres. Et ensuite aussi, nous accompagner dans l'énergie, dans les infrastructures. Voilà un peu ce que je peux vous dire en introduction et répondre à vos questions. Donc, il est très important que vous compreniez que les images qu'on donne pour penser que l'Afrique ne peut pas évoluer n'a rien à voir. L'Afrique aujourd'hui est le continent qui a le taux de croissance le plus élevé. On est entre parfois 8%, 10%, alors que la plupart des grands pays, c'est 1%, 2%. Ensuite, comme je vous ai dit, la jeunesse africaine maîtrise parfaitement les nouvelles technologies. Et nous avons plus de ressources minérales que n'importe quel continent. Et on a un autre avantage, la population africaine est jeune. 7 Africains sur 10 à moins de 30 ans. Or, cette jeunesse, c'est vraiment notre force. Vous savez que beaucoup de pays développés aujourd'hui ont des populations qui vieillissent. Donc, il n'y a plus d'hommes de plus de 60 ans, de 60 ans que de jeunes. Nous, c'est l'inverse. Mais c'est un avantage fondamental parce que cette jeunesse maîtrisant des nouvelles technologies est capable de transformer l'Afrique. Mais aussi, c'est une bombe. Parce que si on n'arrive pas à trouver l'emploi pour ces jeunes, l'Afrique va sauter. Donc pourquoi nous avons aussi le défi aujourd'hui de relever pour que cette jeunesse ne se retrouve pas dans les mers de la Méditerranée ou dans le désert de la Libye, mais se retrouve dans le travail pour transformer l'Afrique. Et nous sommes certains qu'aujourd'hui nous allons y arriver parce que la jeunesse africaine a pris conscience, les Africains ont pris conscience qu'ils sont capables de gérer leurs affaires par eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin de maître. Nous n'avons pas besoin. La démocratie a des règles universelles que tout le monde connaît. On n'a pas besoin qu'on nous impose la démocratie française ou la démocratie allemande ou la démocratie anglaise, parce que la démocratie anglaise est différente de la démocratie française. Montesquieu disait vérité d'un côté des Pyrénées, mensonge de l'autre côté. Donc il disait que même entre la France et l'Espagne, les choses sont différentes. Alors comment voulez-vous que nous, on soit la copie de la France, de l'Angleterre ou de l'Allemagne? Voilà ce qu'on a voulu qu'on soit. Nous ne voulons plus de cela. Nous voulons être nous-mêmes, appliquer les règles de la démocratie, des règles universelles de la démocratie à nos conditions concrètes, la bonne gouvernance à nos conditions concrètes. En clair,
nous ne voulons plus de maîtres. Nous avons eu l'esclavage, nous avons eu de maîtres. Maintenant, nous ne voulons plus de maîtres. Nous voulons être nous-mêmes et coopérer d'égal à égal avec les autres États. Nous ne voulons pas nous fermer. Nous sommes pour l'ouverture avec tous les pays du monde, coopérer avec tout le monde, mais sur la base d'États égaux, respectant la souveraineté de chacun et sur la base des coopérations gagnant-gagnant. Voilà ce que je suis venu expliquer et nous avons l'appui du gouvernement russe dans ce sens-là qui comprend bien qu'il y a toujours prôné la connaissance pacifique et la non-ingérence dans les affaires des autres pays. Voilà donc ce que je peux vous dire. Nous sommes optimistes. Ne croyez pas à ce que vous voyez à la télévision, etc., les pandémies, le sida, etc., les orages, etc., ou les enfants. Mais il y a une autre Afrique et c'est cette Afrique qui va s'imposer de plus en plus. Je vous remercie. И сейчас, дорогие друзья, вопросы. У вас микрофон. Vous avez les questions, vous avez les micros, vous pouvez poser vos questions, s'il vous plaît. Bonjour, Monsieur le Président. Merci beaucoup pour votre intervention. Je m'appelle Irina Yutiaeva, je suis le coordinateur du club africain de la Société scientifique de Mguimo. Je pense que ce que vous avez dit est très très vrai. Il est très important qu'en Russie et ailleurs dans tous les pays, on sache le maximum de choses sur l'Afrique, qu'on connaisse une autre image d'Afrique. Et comme notre club est en charge de tous les projets dans le domaine des échanges scientifiques, culturels entre la jeunesse russe et africaine, moi en tant que coordinatrice, j'aimerais vraiment savoir, est-ce que vous trouvez de l'importance à ce genre d'échange et qu'est-ce qui est entrepris dans votre pays dans ce but? Merci beaucoup. L'échange entre les jeunes est très important parce que l'avenir, c'est la jeunesse. Donc, il est très important que la jeunesse africaine, guinéenne ou africaine, puisse échanger avec vous, qu'ils puissent venir. Vous savez, il y a souvent ce qu'on faisait, des étudiants allaient dans d'autres pays. Il est important que, par exemple, pendant les vacances, vous allez en Afrique pour voir sur place les réalités et avoir des relations avec vos frères, et la même chose aussi qu'ils viennent. Parce que si la jeunesse de la Russie et la jeunesse africaine se comprennent, ça veut dire que l'évolution entre la Russie et l'Afrique sera, on a de bonnes augures. Parce que demain, c'est vous qui allez diriger la Russie et c'est eux qui vont diriger l'Afrique. Donc si vous connaissez déjà dès maintenant et vous échangez et vous comprenez, vous serez à même mieux que nous de diriger et d'avoir des relations plus étroites entre la Russie et l'Afrique parce que vous êtes connus déjà pendant la jeunesse, vous connaissez déjà les problèmes. Donc au moment où vous devenez responsable, vous savez exactement qu'est-ce que les jeunes Africains attendent de vous et s'ils attendent, qu'est-ce qu'ils attendent de vous. Donc nous souhaitons que vous encouragez de telles organisations, mais surtout que le gouvernement vous aide à ce que beaucoup puissent pendant les grandes vacances aller en Afrique et que reçoivent aussi d'autres Africains ici pour mieux renforcer ces échanges. Merci beaucoup. Merci pour votre intervention. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais vous poser la question suivante. En tant que président de l'Union africaine au sud de Nigeria, il y a un État qui se forme, Biafra. Je pense que vous avez entendu parler. Un des principes du fonctionnement de l'Union africaine, c'est un des principes, c'est la défense de la sécurité et l'indépendance. Mais néanmoins, tous les pays de l'Union africaine font partie de l'ONU. Et dans le statut, il y a vraiment les principes. Il y a le principe qui est annoté de l'indépendance, de la sécurité et donc je me répète, il y a le principe de l'intégrité. Alors comment l'Union africaine est-ce que vous allez soutenir, en gros, vous allez soutenir le gouvernement de Nigeria ou est-ce que vous allez soutenir cet État de Biafra qui est en train de se construire? Merci beaucoup. Vous savez, c'est pas pour rien
que les pères fondateurs de l'EUA à l'époque ont parlé d'intangibilité des frontières. Parce que nous savons, les frontières africaines, c'est quoi? La Russie a ses frontières déterminées historiquement. L'Europe a ses frontières déterminées historiquement. Nous, ils se sont réunis à Berlin en 1885 et ils ont décidé de faire les États. Alors, donc, les États n'ont rien à voir avec le peuple. C'est la France, l'Allemagne, l'Angleterre qui sont assis à Berlin en 85 et qui ont décidé. Donc, ça veut dire que c'est des États fictifs. Mais c'est dans ces cadres que nous avons pris l'indépendance. Quand vous parlez du Biafra, ce n'est pas les Biafrais qui voulaient faire la sécession. Il se trouve que le Biafra, c'est là où il y a l'essentiel du pétrole du Nigeria. Nous savons très bien que c'est le gouvernement français, appuyé par certains gouvernements africains, malheureusement, qui ont poussé parce qu'ils voulaient mettre la main sur le pétrole. Ce que vous dites, nous sommes pour l'autodétermination. Mais dans le cas de l'Afrique, ce que les grandes puissances veulent, c'est, dans les régions africaines, il y a souvent, si je prends la Guinée par exemple, la bauxite est concentrée à Boké, dans la partie sud. Quand il y a un État, il est plus difficile d'exploiter. Donc qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'il y ait un micro-État qui n'a pas de force et qui contrôle là et qui devient le partenaire. Il est évident que nous ne pouvons pas accepter cela. Donc ce n'est pas la volonté au départ. Si vous connaissez l'histoire, la guerre du Biafra a été téléguidée à partir de Paris avec l'appui de deux pays africains, un de l'Afrique de l'Ouest, un de l'Afrique centrale, je ne vais pas citer, parce que c'est l'histoire, qui a été à la base tout simplement pour permettre aux multinationales d'exploiter le pétrole du Biafra. Et c'était très important qu'ils aient parlé d'intensité des frontières. Regardez ce qui se passe au Sud-Soudan. Le président Garang, qui menait la lutte, n'a jamais voulu sécession. Il a voulu que le Soudan soit un État fédéral, ce qui était possible. Il a été assassiné. Et les mouvements religieux aux États-Unis, les différents mouvements religieux, ont poussé à l'indépendance. Voilà, donc le Sud-Soudan est devenu indépendant. Mais depuis qu'il est devenu indépendant, qu'est-ce qui se passe? C'est la guerre civile. C'est-à-dire, le gouvernement n'arrive même pas à créer une armée nationale. Vous avez d'un côté le vice-président qui avait son ethnie de l'autre. Donc, le Sud-Soudan aujourd'hui est plongé dans une guerre ethnique. Et donc, depuis qu'ils sont indépendants, le pays ne peut pas se développer. Tout ça, parce qu'il va avoir le contrôle du pétrole. Quand le Soudan est uni, il faut négocier avec le gouvernement uni fort. Par contre, quand on crée un État, là, l'État est plus faible, donc ça permet d'exploiter. Nous n'allons pas accepter, sous couvert d'autodétermination. C'est comme si on disait maintenant, on va pousser... Enfin, je crois que la Russie est un très bon exemple. Bon, la Crimée appartenait à la Russie, Khrouchtchev l'a donné à l'Ukraine, l'État d'Ukraine. Mais est-ce que vous n'avez pas repris la Crimée aujourd'hui? Vous avez repris. Parce que la Russie ne peut pas accepter que la Crimée, qui lui sert surtout pour ses bateaux à la mer, ne lui appartienne pas. Nous n'accepterons jamais, sous prétexte de détermination, que une ethnie qui est dans une région où il y a de la richesse concentrée soit manipulée par les multinationales pour dire maintenant devenir indépendant. Et je viens de citer le cas de l'Allemagne et de la France. Ils ont fait 3 guerres en un siècle. Aujourd'hui, ils cherchent à créer un marché, ils ont créé un marché commun, ils cherchent à se regrouper. Face aux grandes puissances, face aux grands ensembles, la Russie, la Chine, les États-Unis, l'Inde, l'Union européenne, vous voulez que nous on soit des nains? Donc, si nous voulons faire face à ces États, il faut que l'Afrique soit unie. Sinon, on va être des nains que chacun des États va manipuler. L'Afrique de l'Ouest voulait prendre l'indépendance dans le cadre de l'AOF unie, c'est-à-dire un seul État. Et donc, on a été puissant parce qu'on a été un État de 200 millions d'habitants. La France a tout fait pour que chacun État prenne l'indépendance à part. Donc, c'est des micro-États faciles à manipuler. Parce que quand vous avez un État de 5-6 millions d'habitants, c'est facile à manipuler. Ça, nous ne voulons plus. Donc, on ne va pas nous dire... Nous sommes pour l'autodétermination des peuples, à condition que ce soit les peuples qui décident, comme les peuples, comme la lutte armée dans les pays, colonies portugaises, colonies anglaises, l'apartheid en Afrique du Sud, etc., la lutte de libération de l'Algérie, du Maroc, et des choses, etc. Ça, c'est le peuple qui voulait. Mais même ça, la France a voulu couper l'Algérie pour faire un État bidon au-delà de l'État riverain du Sahara, parce que le pétrole était au Sahara, et c'était là-bas qu'il y avait aussi les essais nucléaires. Voilà, nous n'accepterons jamais
qu'on nous dépèce, et par exemple le Congo. On a voulu aussi, à l'indépendance du Congo, détacher le Katanga. Parce que c'est le Katanga où il y avait les richesses. Donc, pour que les multinationales puissent exploiter les richesses du Katanga, ils ont voulu en faire un État indépendant. Nous n'accepterons jamais que sous prétexte de détermination, les grandes puissances dépècent nos États pour mieux les dominer. Au contraire, nous allons faire en sorte de renforcer l'unité parce que seule l'Afrique unie peut faire face aux grandes puissances d'aujourd'hui. C'est pas pour rien que l'Union européenne cherche à faire son unité. Donc c'est pas au moment où ces pays se rassemblent que nous allons nous diviser. Donc l'autodétermination, oui, mais pas téléguidée de l'extérieur. Voilà. Non. Bon, après, si vous voulez bien. Intéressant. Je m'appelle Anna-Maria Chiconia, je suis étudiante de 2e année du programme master de double diplôme entre MIGIMO et Sciences Po Paris. Et en fait... Elle est aussi un élève du Sciences Po. Oui. Et en fait, aujourd'hui, j'ai pour vous 2 questions. Premier, c'est, selon vous, Monsieur le Président, qui est-ce qui empêche le panafricanisme de devenir une idée prépondérante qui aiderait les pays africains à transformer leur pays et leur continent en un exemple de réussite pour toute l'humanité grâce à l'union de leurs efforts? Ça, c'est la première question. Et deuxième, un peu philosophique, selon vous, Monsieur le Président, qu'est-ce que ça veut dire être africain? Merci. Je pense que le panafricanisme qui a été porté par le président Nkrumah, aujourd'hui l'Afrique se rend compte de l'importance. Si vous disiez l'Afrique doit s'unir, le deux président Nkrumah, tout ce qu'il a dit, si l'Afrique ne s'unit pas, voilà ce qui va arriver. Et si vous prenez ce livre, vous voyez l'évolution de l'Afrique, vous voyez que le président Nkrumah a été un visionnaire. Tout ce qu'il a dit, si on ne s'unit pas, voilà ce qui va arriver. Ce qui est arrivé aujourd'hui. Donc, nous avons pris conscience que Nkrumah avait raison. Et que donc, l'Afrique doit tout faire pour revenir au panafricanisme, parce que si vous n'unissez pas, les grandes puissances vont vous diviser, vont vous exploiter, et l'Afrique va être toujours en arrière. Depuis 1960, la plupart des États africains sont indépendants. Comment ça se fait qu'aucun de ces pays n'est aujourd'hui un pays développé, 60 ans après les indépendances? Il y a une explication. Mais c'est parce que systématiquement, les grandes puissances qui ont colonisé l'Afrique ne veulent pas que l'Afrique s'émancipe. Si on a eu l'indépendance politique, on n'a pas eu l'indépendance économique. Et ensuite, l'économie a besoin d'un espace. S'il n'y a pas d'espace, si vous avez si vous avez un marché faible, comment voulez-vous produire par exemple de l'acier pour 5 millions d'habitants? Donc, pour que le développement économique soit efficient, il faut qu'il y ait un marché large. Mais si la Guinée a une cimenterie, la Côte d'Ivoire a une cimenterie, le Sénégal a une cimenterie, mais on va vendre où? Alors que la logique, ce serait que c'est celui de ces pays qui a les meilleures conditions pour faire le ciment, fait le ciment. L'autre qui a les meilleures conditions pour faire la raffinerie, fait la raffinerie. À ce moment, on a un marché large. Mais pourquoi l'Allemagne qui est un très grand pays, la France qui est un grand pays, l'Angleterre qui est un grand pays, pourquoi ils ont fait le marché commun? Parce que face aux États-Unis, à la Chine, à la Russie, ils ont besoin d'un marché beaucoup plus large. Alors, comment le PIB de la Belgique est supérieur au PIB de n'importe quel pays africain, sans parler de l'Allemagne, de la Grande-Bretagne, de la France ou de l'Italie. Donc, le panafricanisme, moi j'étais président de la FEAF, la Fédération du Centre d'Afrique Noire en France, toute notre bataille c'était l'indépendance et le panafricanisme. Parce que nous savons que sans le panafricanisme, l'Afrique ne pourra pas se développer. Donc, c'est fondamental pour nous. Et aujourd'hui, nous sommes en train de nous donner les moyens, parce que pour réussir, il faut d'abord réussir économiquement. C'est-à-dire, tant que l'Afrique n'aura pas la maîtrise économique, et pour développer, on ne pourra pas être maître de notre destin. Et c'est pourquoi c'est fondamental. Mais c'est une bataille. Parce que ceux qui veulent toujours que l'Afrique soit un fournisseur de matières premières, un déverseur de produits, vont continuer. Donc c'est une bataille que nous devons mener. Mais si nous le menons ensemble, nous gagnons. Je vous ai donné le cas de Genève, où
toute l'Afrique a voté comme un seul homme, et aujourd'hui, nous avons le directeur général de l'OMS qui est un Africain. Donc voilà pourquoi le panafricanisme doit être à la base du développement de l'Afrique. Et je vous assure que si vous interrogez les jeunes africains, ils sont tous panafricains. Si vous écoutez un peu les jeunes. Bon, l'Afrique, c'est un continent, c'est pas un seul État, c'est 54 États. Ça veut dire qu'il y a des points communs et il y a aussi des différences. C'est-à-dire le Maroc n'est pas fusionnel avec la Côte d'Ivoire, etc. Mais on a un problème de fond. C'est-à-dire on a à peu près, sur notre culture, notre éducation, on a une base de fond qui fait que quand un Africain quitte la Guinée pour aller au Sénégal, ou bien au Congo, Kinshasa, ou bien en Afrique, il n'est pas perdu, parce qu'il se retrouve chez lui. Donc il y a une base commune. En dehors de nos différences, il y a une base commune civilisationnelle qui fait qu'aujourd'hui, on se sent... un Africain n'est pas étranger dans un autre pays africain. C'est ça qui fait donc, si vous voulez philosophiquement, c'est ce fond commun qui nous unit, mais qui n'empêche pas nos différences. Le premier ministre des Affaires étrangères de l'Algérie, Kemisti, disait: enrichissons-nous de nos différences. C'est-à-dire, nous devons utiliser ces différences pour nous enrichir davantage et renforcer ce qui nous est commun. Voilà donc l'africanité, si vous voulez. Lavrov Alexandre, étudiant de la Faculté des Relations internationales. Votre Excellence, Monsieur le Président, aujourd'hui, vous n'êtes pas seulement le président de la Guinée, mais aussi président de l'Union africaine. En ce contexte, comment voyez-vous le processus du développement des relations entre l'Union africaine et la Russie et le rôle dans ce processus de la République de Guinée? Merci. D'abord, il faut commencer par le rôle de l'Union soviétique. Vous savez, l'Union soviétique a joué un grand rôle dans la lutte de libération des pays africains. Je pense que l'ambassadrice d'Afrique du Sud sait tout le soutien que l'Union soviétique a apporté à l'ANC, comme les autres pays, Mozambique, l'Algérie, tous ces Tanzanie, Kenya, etc., les pays francophones. Donc déjà, dès le départ, l'Union soviétique s'est engagée à accompagner les pays africains pour leur lutte de libération. Parce qu'évidemment, l'Union soviétique n'a jamais colonisé l'Afrique, et la révolution d'octobre avait comme but de libérer les peuples. Donc, à partir de ce moment, l'Afrique a tissé des liens extrêmement importants avec l'Union soviétique. Et la Fédération de la Russie et de la continuation. Ce que nous avons dit au président Poutine depuis l'année dernière, nous avons dit qu'il faut que la Russie soit beaucoup plus présente en Afrique. On a dit, par exemple, il y a des sommets Afrique-Japon, Afrique-Inde, Afrique-Chine, pourquoi pas Afrique-Russie. Donc nous avons demandé qu'il y ait aussi des sommets Afrique-Russie pour mieux davantage renforcer les relations entre la Russie et l'Afrique. Nous pensons que la Russie peut jouer un grand rôle dans cette nouvelle vision de l'Afrique, parce qu'elle ne nous a pas colonisés, elle-même elle s'est battue. Parce que n'oubliez pas que la Russie aussi a été, la Russie comme la Chine ont été victimes quand même de la domination extérieure, même s'ils ne sont pas devenus une colonie, mais d'une façon ou d'une autre, ils ont quand même subi la domination extérieure. Et vous savez aussi la lutte que vous avez menée à Leningrad face aux nazis. Et le siège de Leningrad, ce que ça a coûté à la Russie, et ce que la Russie a apporté pour vaincre le nazisme lors de la Deuxième Guerre mondiale. Donc notre souhait est que la Russie s'implique davantage en Afrique et que les relations se développent davantage. Et la Guinée a eu des relations historiques avec la Russie. Et je vous ai expliqué depuis 1958. Nous avons aujourd'hui 2 compagnies russes, dont Rusal dans Bauxite dans l'eau. Hier, nous avons eu le forum entre les hommes d'affaires guinéens et les hommes d'affaires russes, parce que nous souhaitons qu'il y ait beaucoup plus d'entreprises russes en Guinée et qu'il y ait beaucoup plus d'échanges. Mais ce qui est valable pour la Guinée est valable aussi pour les autres pays africains. En fait, ce que nous voulons, l'Afrique n'est la charge gardée de personne. Et nous voulons que tout coopère avec tous les pays sur la base d'intérêts réciproques, c'est-à-dire coopération gagnant-gagnant. Parce que la coopération doit être utile à l'Afrique, mais aussi à la Russie. Si une coopération n'est pas gagnant-gagnant, elle ne dure pas. Si c'est une seule partie qui gagne, la coopération ne durera pas. Donc il faut qu'elle soit gagnant-gagnant. Que la Russie y trouve son compte, les peuples y trouvent son compte, que les peuples africains aussi trouvent leur compte. C'est ça qui va être la base. Mais nous sommes confiants
étant donné que la Fédération de la Russie est quand même le continuateur de l'Union soviétique et que l'Union soviétique a été toujours aux côtés des peuples africains pour leur bataille pour la libération et le développement économique, nous sommes convaincus que la Fédération de la Russie ira dans ce sens-là aussi. Monsieur le Président, merci beaucoup pour votre rencontre. Je représente aussi le club africain d'Amguimo et j'aimerais vous poser la question. Comme vous le connaissez très bien, la Russie applique tous ses efforts pour construire le monde unipolaire. À votre avis, quel est le rôle des pays africains dans ce processus? Est-ce que le refus du monde unipolaire pourrait assister au processus de la construction du monde plus équilibré? Et quel sera le rôle des pays africains? Merci beaucoup. C'est difficile de faire un monde unipolaire, même si la mondialisation efface les différences entre les différents pays. Mais la mondialisation s'y va aussi avec les batailles pour le contrôle des marchés. Donc, au fond, d'abord, ce que l'Afrique peut faire, c'est d'abord être un continent de paix. C'est-à-dire un continent qui prône que les problèmes du monde soient résolus par du dialogue et de façon pacifique. C'est pourquoi lorsqu'il y a eu la crise au Moyen-Orient entre les pays du Golfe, nous avons dit que nous sommes contre le terrorisme, nous sommes contre le financement du terrorisme, nous soutenons donc toute la lutte contre le terrorisme, contre le financement du terrorisme, mais nous avons estimé que les pays du Golfe doivent s'asseoir et discuter en frères, parce qu'ils sont tous membres de la Oumma islamique, pour trouver une solution. Donc, si l'Afrique devient un continent de paix, nous voulons que l'Afrique soit un continent de paix, c'est pourquoi nous voulons aussi que le monde soit un monde de paix. Nous avons dit aux Nations Unies que nous souhaitons qu'il y ait la dénucléarisation de la zone de Corée, et que la Corée du Nord et autres, et que la solution soit une solution pacifique. Parce que la guerre n'arrange personne, la guerre amène des destructions. Mais c'est difficile que le monde soit unipolaire. Par contre, la mondialisation qui efface les différences, on peut utiliser la mondialisation pour permettre le progrès de tous les pays. Mais pas que la mondialisation soit une mondialisation de domination des monopoles de tresse face aux petits pays. Donc, c'est pas aussi simple, surtout que vous voyez aujourd'hui ce qui se passe au Moyen-Orient, ce qui se passe en Afrique, etc. Vous voyez la situation en Syrie, en Irak, etc. Donc, et le développement du terrorisme, parce qu'avant, les menaces, c'était des guerres entre États. Ou la deuxième guerre, la première guerre, c'est des guerres entre États. Aujourd'hui, il y a une autre forme de guerre. Quand vous prenez Al-Qaïda, ce n'est pas un État, mais c'est un mouvement terroriste, mais qui a pu se donner un État. Donc, et le terrorisme n'épargne aucun pays aujourd'hui. Donc, si vous parlez unipolaire, s'il s'agit de lutter contre le terrorisme et ses méfaits, de lutter contre les conséquences de l'altération climatique, oui, là, on peut avoir un monde unipolaire parce que tout le monde a intérêt. Le terrorisme n'épargne aucun pays. Je pense que vous avez des terroristes ici en Russie, on a eu partout. De l'altération climatique, tous les pays sont concernés. Donc, face à ces grands défis, on peut dire que le monde peut agir comme un seul homme, unipolaire, face à ces grands défis. Mais, en dehors de cela, quand même, il ne peut pas avoir un monde unipolaire, mais on peut utiliser la mondialisation pour que tous les peuples aient un bénéfice dedans. Même si la mondialisation est remise en cause, mais c'est une évolution irréversible. On ne peut pas revenir en arrière parce que c'est l'évolution du monde. Mais il ne faut pas que la mondialisation soit un moyen de domination d'être pays par d'autres pays. S'il y a encore des questions? Si vous êtes le premier qui a pris le microphone, merci de poser la question. Apparemment, il n'y a pas de personne à côté du microphone. J'aimerais poser la question après ma première question. Tout d'abord, j'aimerais me présenter. Je suis étudiant de deuxième année. Je suis représentant du club africain et plus exactement, je suis responsable, entre autres, de l'ouest de l'Afrique. Et j'aimerais vous poser la question parce que vous avez dit que vous voulez mettre en place un marché commun, une devise commune sur le continent africain. Est-ce que au moins il y a eu des tentatives visant à créer un marché commun et une devise commune? Est-ce qu'il y a des projets qui permettent de mettre en vie ces devises communes et le marché commun sur le continent africain? Merci beaucoup, Votre Excellence, Monsieur le Président.
Bon, si on prend le cas de l'Afrique de l'Est, on voit aujourd'hui que l'Afrique de l'Est est très avancée dans l'intégration économique. Si vous savez, on a 5 régions. Si je prends d'abord l'Afrique de l'Est, c'est la zone qui est la plus avancée aujourd'hui dans l'intégration économique et un marché commun. Et je crois après, c'est la SADC, mais aussi la CEDEAO. La CEDEAO, on a envisagé la création d'une monnaie commune en 2020. Parce qu'aujourd'hui, vous avez la zone CFA, avec, je crois, 13 ou 12 anciennes colonies françaises. Vous avez, les autres pays ont tous leur monnaie, que ce soit le Nigeria, la Mauritanie, la Guinée, etc. Ils ont tous leur monnaie. Mais notre objectif est d'avoir la ZIMAO, c'est-à-dire une monnaie pour toute l'Afrique de l'Ouest. Et je pense que c'est l'ambition aussi des autres régions. Bien sûr, tout n'est pas la même chose, c'est-à-dire les 5 régions n'évoluent pas au même rythme. Mais l'exemple d'Afrique de l'Est montre qu'on peut d'abord commencer par l'intégration régionale et qu'il est possible à un marché commun et une monnaie commune pour aller plus tard à une intégration continentale. Mais au niveau des 5, je pense que nous suivons tous ce qui se passe aujourd'hui en Afrique de l'Est et l'intégration. Je pense que c'est un peu la même chose pour la SADC et l'Afrique de la CEDEAO. Malheureusement, l'Afrique centrale et l'Afrique du Nord, c'est un peu en retard. L'Afrique du Nord, à cause évidemment des difficultés entre le Maroc et l'Algérie. Mais je pense que c'est des difficultés momentanées parce que c'est des peuples qui vivent ensemble depuis longtemps. Et nous espérons que les 5 régions pourront faire leur marché comme leur monnaie et ensuite on arrivera beaucoup plus tard à une monnaie africaine. Mais si vous suivez ce qui se passe en Afrique de l'Est, vous verrez que ce n'est pas une utopie, c'est déjà une réalité concrète. En tout cas, nous espérons peut-être en 2020 ou un peu plus tard avoir une monnaie commune pour l'ensemble des pays de la CEDEAO que nous appelons la zone ZIMAO. Спасибо. Donc, c'est toujours le club africain. Уважаемый господин президент. Votre Excellence, Monsieur le Président, encore une question de la part du club africain de Mguimo. Dites-nous, s'il vous plaît, quels sont les défis à quel ECOFAS se heurte et quelles sont les réponses possibles à ces défis? Merci beaucoup à votre réponse. Votre Excellence, Monsieur le Président. J'ai dit les défis. Le premier, c'est les conséquences du changement climatique. Quand vous prenez le lac Tchad a perdu 90% de sa superficie. Quand vous prenez le lac Niger, hier, on peut aller de Conakry à Bamako en bateau, etc. Donc, c'est déjà l'avancée du désert et le rétrécissement de nos fleuves et de nos cours d'eau. Donc, notre première bataille, c'est la lutte contre le changement climatique. Et le deuxième, mais tout cela se résume en un seul, le développement. Que ce soit le changement climatique, que ce soit le terrorisme ou l'immigration, tous ont la même base, la pauvreté. Donc le grand défi de l'Afrique aujourd'hui, c'est la lutte contre la pauvreté, qui se présente sous plusieurs formes. Lutte contre le terrorisme, lutte contre l'immigration, lutte contre le changement climatique. Mais fondamentalement, toutes ces luttes peuvent se ramener en une seule lutte, la lutte contre la pauvreté. Comment sortir l'Afrique de la pauvreté? Parce que si on peut amener des jeunes Africains à se mettre une bombe, et qu'on leur promet le paradis demain, mais s'ils ont le paradis sur terre, pourquoi voulez-vous qu'ils meurent pour le paradis de demain? Vous tous, vous souhaitez bien sûr aller au paradis demain, mais vous souhaitez aussi avoir le paradis sur terre. Donc le grand défi de l'Afrique aujourd'hui, c'est la lutte contre la pauvreté. Tout se résume à cela, mais évidemment, tout le reste, changement climatique, terrorisme, immigration, etc., seront résolus grâce à la lutte contre la pauvreté. Plus l'Afrique se développe, moins il y aura de terrorisme, moins il y aura d'immigration, et nous maîtriserons aussi les changements climatiques. Mais évidemment, nous avons les ressources, mais nous n'avons pas les moyens financiers aujourd'hui. C'est pourquoi il est extrêmement important la coopération avec des pays comme la Russie, parce que c'est une coopération gagnant-gagnant. Et ils ont les moyens financiers. Nous avons les ressources dont ils ont besoin. Donc nous collaborons ensemble. Grâce à leurs ressources financières, nous développons nos matières premières. Mais grâce à la matière première, vous pouvez développer vos entreprises. Par exemple, l'USAL est en Guinée. Si l'USAL transforme l'alumine, mais la bauxite en alumine, c'est pour venir à développer l'aluminium en Russie. C'est la même chose pour les autres pays. C'est pourquoi la coopération entre l'Afrique et les pays développés, mais ça c'est une coopération d'égal à égal, de ce pays souverain, respectant la souveraineté de chacun, et une coopération gagnant-gagnant, que chacun y trouve son compte. Oui. Спасибо. Merci beaucoup, Votre Excellence, Monsieur le Président. S'il y a encore des questions.
Дайте микрофон. Для тех, кто не понял, я хочу сказать, что это практически... Pour ceux qui n'ont pas compris, qui sont presque le compatriote de votre Excellence, Monsieur le Président. Aux cette anciennes colonies françaises, il y a 2 anciennes colonies françaises dont l'équipement militaire ne vient pas de l'Occident. C'est l'Algérie et la Guinée. Donc ce sont des pays qui ont développé des relations de coopération militaire. Et aujourd'hui, la plupart des militaires guinéens sont formés sur le matériel russe, que ce soit les aviateurs, que ce soit la marine ou l'artillerie. Même ces simples soldats, c'est les Kalachnikov. Donc la coopération avec la Russie est fondamentale pour nous, pour l'armée, parce que c'est le matériel russe que les Guinéens connaissent. Si vous avez des matériels américains ou français, ils ne connaissent pas. Et aussi, nous, on n'a pas de base militaire chez nous. Donc, depuis 1960, la coopération militaire, ça a été avec l'Union soviétique aujourd'hui de la Fédération. C'est pourquoi nous envoyons nos militaires se former ici. Et nous avons besoin par exemple, dans l'aviation, nous avions des MiG comme avions. Et comment ça s'appelle, les hélicoptères Mi-24, Mi-8, etc. L'artillerie, c'est la même chose. La marine, c'est la même chose. Donc, qu'on veuille ou pas, je pense que c'est un peu le cas de l'Algérie aussi. Donc, pour nous, la coopération militaire, c'est d'abord avec la Russie, parce que si nous voulons développer l'armée guinéenne, nous ne pourrons le faire qu'avec le matériel russe, parce que depuis 60, c'est ce que nous connaissons. Donc, nous sommes heureux que vous ayez été en Guinée. J'espère que vous connaissez la situation de notre armée. Et vous savez aujourd'hui que notre armée a vraiment besoin d'être accompagnée, parce que nous avons subi beaucoup de dégâts après la mort de Sékou Touré. On a ensuite eu l'Ebola. Et nous avons vraiment besoin de renforcer notre système militaire. D'autant plus que le terrorisme aujourd'hui, la Guinée a une grande frontière avec le Mali. Avant, c'était facile d'empêcher les terroristes de passer, parce que les Touaregs, physiquement, les Touaregs et les Guinéens sont différents. Donc vous pouvez arrêter un Touareg à la frontière en disant « Pourquoi vous venez en Guinée ?» Mais aujourd'hui, le terrorisme, ce n'est pas seulement les Touaregs. Si vous voyez au Mali, au Burkina, etc., c'est des gens d'autres ethnies, c'est-à-dire c'est des Mandins comme moi, c'est des peuples comme l'autre, etc. C'est-à-dire c'est des populations qui sont des 2 côtés de la frontière. Comment vous voulez empêcher un Malinké, Malien, peu le Malien de venir en Guinée? C'est impossible. Donc le terrorisme devient maintenant un très grand danger pour nous, parce que vous ne pouvez plus savoir qui est terroriste. Un Malien Mandin comme moi peut venir en Guinée pour faire du terrorisme, mais on ne pourra pas l'arrêter. D'abord, on ne peut pas l'empêcher. Vous allez avoir des problèmes avec votre propre population, parce que c'est les ethnies des 2 côtés. Si vous demandez à un Malinké de ne pas rentrer, vous allez avoir affaire aux Malinké de Guinée qui vont dire pourquoi pas. Si vous demandez à un peu de ne pas rentrer, c'est la même chose. Donc le terrorisme est devenu aujourd'hui extrêmement dangereux pour nous. C'est pourquoi j'ai demandé au président Poutine de nous aider à nous renforcer, à la fois pour les renseignements. Parce que la lutte contre le terrorisme, c'est d'abord les renseignements, mais aussi les moyens militaires. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucun pays africain qui n'est pas menacé aujourd'hui par le terrorisme. C'est une question de temps. Mais tous les pays africains sont menacés aujourd'hui. C'est pourquoi il est extrêmement important qu'on prenne le devant avant qu'il ne soit trop tard. Et nous avons donc besoin de renforcer nos moyens de renseignement et nos moyens militaires pour faire face à cela. Et surtout, si vous prenez le Sahara, qui peut contrôler le Sahara? Personne. Donc, au terrorisme s'ajoute le trafic de drogue. Parce que le trafic de drogue aussi est un fléau pour l'Afrique aujourd'hui, mais ça sert aussi à donner des moyens financiers aux terroristes. À cela s'ajoute aussi le trafic des êtres humains. Parce que même si l'esclavage a été aboli depuis longtemps, mais il y a toujours aujourd'hui des trafics humains. Il y a des gens qui prennent des jeunes africains, soit disant on va vous trouver du travail au Qatar ou bien en Arabie Saoudite ou bien tel endroit. Quand ils vont là-bas, ils deviennent comme des esclaves. Donc là aussi, à travers la Libye, il faut qu'on dise franchement les choses. Donc là aussi, c'est une bataille que nous devons mener. Donc vous voyez, c'est pourquoi le renforcement militaire
de nos forces militaires de renseignement est extrêmement important. Nous sommes donc très contents de la coopération avec la Russie et nous avons demandé que ce matin au président Poutine que cette coopération se renforce. Merci. Peut-être deux dernières questions, monsieur, et puis Господин президент. Monsieur le Président, la question qu'on n'a pas posée ici, c'est la question des tribus africaines. Est-ce qu'elle est toujours à l'ordre du jour, l'intégration de ces tribus africaines dans la société moderne? Et que fait l'Union africaine pour que ces tribus puissent vivre comme des gens, comme des populations du XXIe siècle? Que fait-on? C'est l'enseignement de l'anthropologie française, autres Balandier et autres, etc. Enfin, comment vous pouvez dire que les Zoulous c'est une tribu? Ou bien les Peuls c'est une tribu? Ou les Mandingues c'est une tribu? Ça c'est les sociologues européens. Ce ne sont pas des tribus, ce sont des peuples. Parce que si vous prenez aujourd'hui les Zoulous, ils font combien de millions d'habitants? Si vous prenez les Mandingues, vous avez les Mandingues en Guinée, au Mali, en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Sénégal, en Guinée-Bissau, en Sierra Leone, au Libéria. Et ça, c'est une tribu. Si vous prenez les Peuls, c'est la même chose. Bon, vous prenez l'Afrique de l'Est, tout le monde parle lingala. Vous prenez l'Afrique centrale, au Bas-Congo. Donc, c'est une caricature. Mais enfin, pourquoi on ne dit pas, en Belgique, vous avez les Wallons et les Flamands. Pourquoi on ne dit pas tribu? Bon, alors, quand les Wallons et les Flamands s'opposent, on ne parle pas de tribalisme ni de tribalisme. Mais les Wallons et les Flamands n'arrivent pas à s'entendre. Mais c'est un truc normal. Mais alors, dès que c'est l'Afrique, on dit, ah, c'est le tribalisme. Mais alors, appliquons d'abord le même médicament à chaque maladie. Si on trouve normal que dans un État comme la Belgique, les Wallons et les Flamands ne s'entendent pas toujours, il faut qu'on accepte aussi que dans nos États, les Zoulous et les autres ne s'entendent pas, mais qu'ils vivent dans un même État. Le fait qu'ils ne s'entendent pas, la Belgique n'a pas éclaté. Voilà, il faut qu'on change. Et vous, étudiants, vous devez changer cet enseignement colonial qu'on vous a mis en tête pour mieux connaître. Vous savez, on parle du retard de l'Afrique. Mais Tombouctou, la bibliothèque de Tombouctou avait plus de livres au Moyen-Âge que la bibliothèque française. Si vous lisez Ibn Khaldoun, il serait bien, au lieu de lire les livres des sociologues français, que vous lisez Ibn Khaldoun, qui a écrit sur l'histoire de l'Afrique. Et vous avez un chef africain qui a traversé tout le Sahara avec tellement d'or qu'il a fait baisser le cours mondial de l'or. Donc, essayez de mieux vous intéresser aux écrits de ces écrivains, aussi des gens comme Cheikh Anta Diop, etc. Parce que si vous restez sur seulement les écrits des sociologues comme Balandier et d'autres, etc., moi j'ai été étudiant de Balandier aussi, mais j'en suis sorti. Donc il faut que vous... Donc, il faut que vous aussi, vous sortiez de ces études et que vous vous intéressez davantage à ce qu'on a écrit. Alors, s'il y a des tribus en Afrique, alors il y a des tribus en Belgique, il y a des tribus en Russie, il y a des tribus dans d'autres pays. On va avoir des élections en Allemagne. Mais bien que, si on peut dire que la Bavière, l'empire de Bismarck, on a vu comment les gens d'Allemagne de l'Est ont voté aujourd'hui par rapport aux autres. Donc tous les pays connaissent ces différences. Mais j'ai cité le premier ministre des Affaires étrangères d'Algérie, qui disait « Enrichissons-nous de ces différences ». C'est-à-dire, au lieu de ces différences soient un obstacle, ça doit nous enrichir, parce que c'est-à-dire on doit développer les cultures de chacune de ces ethnies. C'est ce qui renforce notre culture. Aucune culture ne doit disparaître. On doit faire la promotion de toutes les cultures. Ça renforce notre unité, et parce que cette diversité aussi est notre richesse. Mais pardon qu'on cesse d'appliquer un médicament différent à l'Afrique par rapport aux autres pays. Alors, lorsque vous parlez des tribus, quand vous accepterez que les Wallons et les Flamands sont des tribus, alors j'accepterai aussi qu'on parle des tribus en Afrique.
И ваш вопрос попроще, наверное, будет, да? Короткий, да. Votre réponse sera plus simple. Hein. Je vous remercie pour votre venue Ah, ok. Donc bonsoir Monsieur le Président, on vous remercie pour votre venue ce soir. Et ma question serait rapide. Quel est le positionnement de l'Union africaine par rapport au développement rapide des membres du BRICS? Donc oui, c'est une question rapide. J'étais BRICS en tant que président de l'Union africaine à Tiananmen. Et à Tiananmen, le BRIC a pris un grand tournant. Et ils ont décidé qu'il ne faut plus que le BRIC soit seulement entre les 5 pays, c'est-à-dire la Chine, la Russie, l'Inde, l'Afrique du Sud et le Brésil, mais que le BRIC se tourne vers les autres pays. Vous savez que le BRIC a créé une banque qui est un peu le concurrent de la Banque mondiale. Donc cette banque est ouverte aujourd'hui et je pense que la Guinée d'ici peu va adhérer. Donc le dernier sommet de BRICS a été un tournant. Jusque-là, le BRICS était surtout concentré sur les 5 pays. Mais à partir de Tiananmen, ça a complètement changé. Je pense que vous avez dû avoir le compte rendu puisque le président Poutine était là-bas. Donc aujourd'hui, la banque de développement du BRICS va être un peu une sorte de banque mondiale pour tous les autres pays, asiatiques ou africains ou latino-américains. Donc je pense qu'il y a un grand tournant et nous comptons beaucoup sur le BRICS pour faciliter notre développement. Parce que le BRICS, les conditions de crédit hautes sont moins contraignantes. Donc ça nous permettra d'avoir accès à des crédits de développement beaucoup moins contraignants que nous l'avons actuellement avec la Banque mondiale et le Fonds monétaire. Donc nous sommes très heureux du tournant du BRICS à Tiananmen et nous sommes en train de savoir profiter. Ils veulent que les pays émergents qui sont les BRICS se mettent aussi au service des pays moins avancés pour que chacun devienne des pays émergents et des pays développés demain. Donc nous sommes très heureux du changement qui s'est opéré dernièrement à Tiananmen. Merci beaucoup. Здравствуйте. Хотел бы вас. Bonjour, je voudrais vous remercier d'avoir visité notre université. Donc ma question est la suivante. Les Russes savent un peu moins, sont moins informés sur les Guinées. C'est lié peut-être à un tourisme. Il n'y a pas beaucoup de touristes qui passent leurs vacances en Guinée. Avez-vous prévu quelque chose, un développement dans la sphère touristique? Les Russes pourront-ils passer leurs vacances dans votre pays? Merci. C'est une question historique. Et de toute l'Afrique de l'Ouest, la Guinée était le pays touristique. On appelait même Conakry, l'appel la Côte d'Afrique. Mais les conditions d'indépendance et le fait que le premier gouvernement des Sékou était tout le temps confronté à la France, le président Sékou a interdit le tourisme parce qu'il a estimé que tous les touristes sont des espions. Ça a été un premier coup d'abord. Mais aujourd'hui, non. Mais pour le tourisme, il faut 2 conditions. Il faut les hôtels et les infrastructures. Il s'est trouvé que la Guinée n'avait pas d'hôtel. Et si vous venez et que vous n'avez pas d'hôtel, vous ne pouvez pas rester. Aujourd'hui, nous avons des hôtels. La deuxième condition, c'est les routes que nous sommes en train de développer aussi. Et nous allons dans la coopération avec la Russie. Vous savez, la Guinée a 4 régions. Nous avons la basse Guinée, où vous avez des plages à l'infini, comme le Sénégal ou bien l'île Maurice. Ensuite, vous avez la région forestière, comme la Côte d'Ivoire, la savane, comme le Mali. Mais nous avons quelque chose en Afrique de l'Ouest, qui n'existe nulle part en Afrique de l'Ouest, sauf au Cameroun et en Afrique de l'Est, c'est-à-dire le Fouta Jalon, qui est comme le Kenya ou la Tanzanie. C'est-à-dire où on peut faire un tourisme, parce que c'est une région où la température descend beaucoup, c'est des hauts plateaux. Donc nous avons à la fois le tourisme de bord de mer, pour ceux qui aiment la plage, le tourisme de la forêt ou de la savane, mais aussi ce tourisme-là qui est, au fond, on peut être à la fois, on peut être le résumé de l'île Maurice du Sénégal, mais aussi de la Tanzanie et du Kenya, etc. Mais pour cela, il faut que nous fassions la promotion du tourisme. Nous avons commencé et nous espérons attirer d'abord, à commencer par les jeunes. Si vous commencez les échanges avec les jeunes, déjà ça vous permet de connaître, mais nous allons aussi, à travers les hommes d'affaires russes, développer davantage de tourisme et faire mieux connaître. Parce que je pense que la Guinée est le premier pays d'Afrique au sud du Sahara avoir eu des relations diplomatiques avec la Russie. Je crois que l'année prochaine, nous allons fêter le 60e anniversaire de ces relations diplomatiques. Mais nous comptons bien sur le tourisme russe, particulièrement les jeunes, parce que vous aimez l'aventure, donc vous pouvez beaucoup plus traverser le pays à pied. Il y a un jeune Turc qui est en train de faire actuellement de tour de l'Afrique à vélo.
il est parti en avion en Algérie, et il a traversé le Sahara, le Sénégal est actuellement en Guinée, il va continuer. Je ne vous dis pas de faire la même chose, mais au moins, je pense qu'avec le développement de nos relations avec les entreprises russes, nous allons développer le tourisme aussi afin que vous connaissiez mieux la Guinée, pas seulement la Guinée d'ailleurs, mais aussi les autres pays africains. Parce que le tourisme peut être un moyen aussi de notre développement, mais aussi de relations, de rapprochement des peuples. Parce que plus on fait du tourisme, plus on se connaît, et mieux on se comprend, et mieux on s'intègre, et mieux on s'intéresse les uns aux autres. Parce que la méconnaissance est souvent dangereuse. Parce que la méconnaissance amène des visions erronées. Mais quand vous allez dans des pays, vous connaissez mieux, et vous savez exactement, pas ce qui est sur Internet ou bien sur les télévisions. Malheureusement, nous ne dominons pas les télévisions mondiales. Les télévisions mondiales sont dominées par les autres. Donc, les images qu'ils donnent sont des images qu'eux, ils veulent montrer. Mais j'espère que nous aurons la télévision africaine qui montrera aussi les vraies images de l'Afrique. Mais en attendant, il serait bon que les Russes visitent aussi l'Afrique, la Guinée, mais pas seulement la Guinée, mais que nous aussi, nous visitons la Russie. Parce que la Russie a aussi des paysages très variés. Demain, je vais à Sotchi, je vais passer la journée à Sotchi. Je vais aller à Sibérie, mais c'est très loin, je dois retourner. Donc demain, je vais acheter. La prochaine fois, j'irai au lac Baïkal pour nous aussi connaître la Russie. Et vous avez du temps pour la dernière question? Oui. La dernière. Bonsoir, Monsieur le Président. On sait que les personnalités peuvent changer le monde. Pour moi, ce qui m'intéresse, quelle est l'attitude, comment les pays de l'Union africaine, comme le peuple guinéen, comment leur attitude envers Thomas Sankara, sa politique, son idéal et ses convictions qu'on appelle Ernesto Guevara africain. Je vous remercie. Que les personnalités peuvent jouer un grand rôle. Le cas que Staline a écrit un livre qui s'appelle L'homme, le capital le plus précieux, qui montrait que le capital le plus précieux pour le développement, c'est l'homme. Mais aussi, quelle que soit la personnalité, il agit dans des conditions concrètes et objectives. Donc le rôle de l'homme, c'est l'aspect subjectif, mais cet aspect subjectif ne peut se développer que dans le cadre d'un cadre objectif. Je pense que vous devez être habitué quand même au matérialisme historique dialectique, et qui fait que la religion entre le rôle de l'homme et le rôle des populations. C'est vrai qu'à un moment donné, un homme peut être en avance sur son peuple. Donc, son rôle ne peut pas changer. Mais lorsque les conditions objectives sont remplies, à partir de ce moment-là, il reste à faire avancer les pays des conditions subjectives. C'est là où le rôle de l'homme devient important. Si je prends par exemple l'Afrique, pendant un moment, on a voulu nous libérer. Il y a eu des grands dirigeants, mais ils n'ont pas pu libérer. Mais l'évolution du monde et les conditions concrètes de la prise de conscience des peuples a créé les conditions qui ont fait que l'Angola, l'Afrique du Sud, l'Algérie ont pu devenir indépendants. Donc, sans nier le rôle important des personnalités, les personnalités seules ne peuvent pas changer. Ils ne peuvent le faire que si les conditions concrètes, c'est-à-dire l'état de la population, l'état d'esprit de la population, les conditions concrètes de la vie du pays le permettent. C'est en ce moment que le rôle de l'homme devient déterminant. Mais tant que les conditions objectives ne sont pas remplies, même s'il y a un homme extrêmement... La preuve, Che Guevara est mort sans pouvoir libérer, Sankara est mort sans... Mais après, Castro a pu libérer. Che Guevara a été en Afrique, n'a pas pu, mais l'ANC a pu libérer après des années d'apartheid. Mandela a pu libérer. Donc il a fallu plus de 30 ans de guerre d'emprisonnement, mais il faut que les conditions concrètes soient créées. Et ce sont ces conditions concrètes que nous voulons créer. C'est cette base objective sur laquelle, une fois que la base objective existe, alors le rôle des personnalités devient fondamental. Mais si ces bases objectives n'existent pas, le rôle des personnes ne peut pas changer la situation. Donc il faut créer des conditions objectives. Et de ces conditions objectives naissent des personnalités. Parce que chaque moment historique d'un peuple, le peuple trouve un homme capable de diriger et de changer les choses. Mais tant que ces conditions ne sont pas remplies, on ne peut pas changer. Donc nous sommes sûrs que les prochains Sankara et autres
seront dans les conditions de changer l'Afrique. Ce sera votre cas. C'est-à-dire c'est la jeunesse africaine. Nous allons créer les conditions pour que des jeunes africains émergent, qui sont de nouveaux Sankara, de nouveaux Che Guevara, et qui pourront changer. Mais il faut qu'on les crée d'abord. Nous ne pourrons pas, parce que nous n'avons pas toutes les conditions objectives. Mais nous allons créer les conditions pour que la jeunesse africaine puisse devenir ces personnalités héros qui peuvent complètement transformer l'Afrique. Большое спасибо, господин президент. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais... Cette boîte traditionnelle russe où il y a un motif non traditionnel, ce sont les trois bâtiments de Mgimo, le vieux bâtiment sur Kripskival, et ça, c'est le ministère des Affaires étrangères. Donc, boîte traditionnelle avec un motif moins non traditionnel.